40% de chiffre d'affaires en plus, c'est ce que te permettra l'ouverture d'un studio de coaching. Dans ces vidéos, je te donne les 5 étapes qui vont te permettre dès aujourd'hui de commencer à pouvoir ouvrir ton studio de coaching. Comment je vais faire pour trouver l'endroit idéal? Comment je vais faire pour démarcher les banques? Comment je vais faire pour que mon dossier soit accepté? Comment je vais faire si j'ai des travaux à faire? Comment je vais communiquer sur l'ouverture de ma salle? Et surtout, comment je vais faire pour transférer mes clients actuels dans mon studio de coaching? Avant de démarrer, une partie très courte sur les avantages d'avoir un studio de coaching. Le premier, c'est que tu vas gagner du temps et gagner de l'argent parce que tu ne vas plus courir partout et le temps que tu passais avant en déplacement, tu vas pouvoir le passer à mettre des cours. Donc, tu auras plus de revenus pour le même temps de travail. Ensuite, tu pourras accueillir les gens chez toi, ce qui fait qu'il y aura une vraie valeur perçue supplémentaire. Ensuite, comme les gens pourront se doucher, se changer, tu auras plus de clients du temps de midi ou le matin quand les gens après veulent partir au travail. Ensuite, tu auras une continuité dans l'année sur les gens qui viennent, que ce soit en cours perso ou en cours co, parce que tu ne seras pas dépendant du temps. Et ça change beaucoup de choses. Tout ça te permettra, malgré l'investissement de la salle, d'avoir une augmentation de ton chiffre d'affaires. Maintenant, voyons comment passer à l'acte et comment ouvrir ton propre studio de coaching. La première étape, c'est de définir quel studio tu veux. Parce qu'en fait, souvent, on part dans la problématique inverse et ce n'est pas la bonne solution. L'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire toi, quel est ton objectif dans ce studio-là. Parce qu'en fonction de ça, tu vas rechercher une dimension de studio différent et un lieu différent et un coût différent. Et ça va être défini par ce que tu veux faire à l'intérieur. Je te donne quelques exemples. Le premier, c'est est-ce que tu souhaites faire des cours collectifs? Oui ou non. Deuxièmement, est-ce que tu souhaites en faire, par exemple, dans le midi ou le soir? Oui ou non. Ça va vraiment amener une réflexion sur l'endroit où tu vas devoir t'implanter. Ça jouera aussi forcément sur la taille de la salle, parce que du coup, la taille va dépendre aussi si tu veux faire que des cours perso, des cours co, et quel type de cours perso tu veux faire à l'intérieur. L'autre point, il faut se projeter un petit peu, même si ta salle, la première que tu vas soit louer, soit acheter, on en parlera juste derrière, va peut-être être une salle provisoire, mais tu dois te projeter dans le long terme. Est-ce que tu souhaites à un moment donné être capable d'amener quelqu'un avec toi dans la salle, un coach qui puisse coacher pendant que tu fais autre chose? Dans ce cas-là, tu vas avoir besoin d'un espace différent. Bref, tu comprends bien que la réflexion doit être profonde et elle doit aussi être amenée sur du court, moyen, long terme pour pouvoir avoir vraiment l'endroit idéal pour ce que tu veux faire et surtout avoir un investissement qui corresponde à ce que tu as besoin et au chiffre d'affaires que tu vas rentrer après. La question se pose également de la location ou de l'achat. Alors, quand c'est possible, moi je te conseille d'acheter parce que du coup, tu vas pouvoir déjà faire des lieux exactement ce que tu veux et en dépensant de l'argent pour les travaux qui te reviendra complètement. Quand tu loues et que tu dois quasiment à chaque fois mettre des travaux en place, c'est toujours un peu embêtant de dépenser de l'argent pour quelque chose qui finalement ne va pas être à toi à un moment donné. Ensuite, l'objectif, c'est de te demander quel est justement ton objectif final. Parce que l'allocation de manière transitoire qui peut servir de test, par exemple, ou qui peut servir d'un endroit provisoire en temps de trouver l'endroit idéal parce que pour le moment tu n'as pas les finances nécessaires, du coup ça peut être très intéressant. Bref, encore une fois, il faut voir le projet dans son ensemble, dans une globalité et dans un terme, et c'est là où souvent on fait l'erreur, moyen, long terme. On a souvent tendance à regarder l'immédiat et un achat ou une location, c'est quelque chose quand même qui se réfléchit. Attention, la location a aussi des avantages parce que du coup tu n'es pas propriétaire des lieux, donc en cas de problématique au sein des lieux, c'est pas toi qui vas payer des réparations, etc. Donc il y a quand même des choses intéressantes, il faut voir le pour et le contre. Il faut savoir également que le lieu doit primer selon moi. Je te donne l'exemple de Tristan, qui est un coach qui a ouvert du coup une salle avec Perform Coach. Avec lui, on cherchait à acheter au départ, et en fait, on a trouvé le lieu parfait de ce qu'on cherchait sur une location. Donc il s'est posé la question de se dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Et franchement, si tu trouves le lieu idéal, en tout cas pour tes débuts, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le prendre en location parce que ça te permet vraiment de tester et de dire je loue en attendant pour voir et après je sais exactement ce que je veux et je peux vraiment prendre le temps d'acheter quelque chose pour les étapes suivantes, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. L'idéal, c'est ce qui s'est passé avec Tristan d'ailleurs, c'est une location avec une option d'achat possible derrière. Là, tu es dans la perfection parce que du coup, tu as peu de risques au départ avec derrière une possibilité parfaite d'acheter si le lieu te convient toujours. La deuxième étape, c'est du coup d'anticiper avec tes clients actuels ce qui va se passer quand tu ouvriras un studio. Parce qu'en fait, si tu ouvres un studio directement, la question ne se pose pas. Tu vas avoir une clientèle typée déjà pour le studio et on ne se pose pas la question. Par contre, les gens qui sont habitués à faire du sport chez eux ou en extérieur ou à des endroits précis, tu vois, qui sont peut-être plus proches de chez eux de leur travail,
vont vraiment se poser la question. Et certains, voire une bonne partie, vont au départ ne pas vouloir transférer dans un studio ou ailleurs. Et là, il y a deux choses à gérer. En un, il y a ta capacité de communication. J'en parle souvent dans mes vidéos en disant que c'est très important de savoir communiquer et amener des arguments. Moi, quand j'ai eu une salle vraiment digne de ce nom comme celle que j'ai actuellement, du coup, il y a des gens que j'avais à domicile, que j'ai convaincu de venir. Au départ, ils étaient ultra réticents. Et puis, je leur ai expliqué qu'en fait, c'était plus grand que chez eux, que du coup, il y avait plus de matériel, qui permettrait aussi certainement de sortir de leur routine. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était une explication dans ce sens-là. Et du coup, ils sont venus tester. Et tous ceux qui ont passé le pas, certainement pas fait, de venir tester à la salle, sont restés à la salle. Parce qu'ils se sont dit, oui, effectivement, je sors de chez moi, c'est super, etc. Par contre, tu as une partie d'entre eux qui ne feront pas cet effort-là pour une raison simple, c'est une raison d'organisation. Tu vois, souvent, les gens par exemple qui ont des enfants, c'est le cas que j'ai eu moi, les personnes vont dire, non, mais moi je peux pas, c'est trop loin dans mon trajet, ça me fait perdre du temps, etc. Donc chez moi ça me va très bien, ça me permet d'être directement présent après, etc. Et du coup, là ça devient plus compliqué, on en parle juste après d'ailleurs. C'est toujours un peu rageant de devoir te déplacer à l'extérieur quand tu as une salle à toi. Et c'est pas le but au départ. Et là, je pense qu'il faut être prêt à faire le deuil, je mets des guillemets sur ce terme-là, du coup, de certains clients. Pas actuellement, pas tout de suite. Il faut d'abord que tu transfères une nouvelle clientèle, j'allais dire, dans ta structure, dans ta salle, dans ton studio, avec des prix qui seront en plus différents, normalement plus élevés, avec une vraie plus-value. Et du coup, une fois que tu as pu, j'allais dire, remplacer cette clientèle, en plus avec des tarifs plus élevés, du coup, ton job, c'est de être capable de lâcher certains de tes clients. Ça, c'est pas évident, parce que déjà, peut-être que tu as une affinité avec eux, et ensuite, parce que du coup, mine de rien, c'est pas si simple de trouver des clients tout le temps, et du coup, même si tu les as remplacés quantitativement, c'est toujours rageant de laisser ça. Mais dans ton organisation générale, dans ton temps, dans l'enchaînement d'actions, dans tes trajets, etc., je pense que ça vaut le coup de le faire. Et ça, c'est pas toujours évident de savoir lâcher des clients. Pourtant, c'est un moment très important de ta carrière de coach sportif qui te permettra de passer un vrai palier. Précision importante, on ne se débarrasse pas de ses anciens clients comme des vieilles chaussettes, je pense plus ça, mais je préfère préciser. L'idéal, c'est de trouver un coach qui te remplace. Et la perfection, c'est de trouver un coach qui te remplace, que tu rémunères toi. Comme ça te permet d'avoir une marge aussi dessus. Mais ça, c'est pas évident parce que les clients sont habitués à toi. Et tu verras que dans cette démarche-là, certains changent d'avis et se disent oh, finalement, on va venir à votre salle. Dans cette troisième partie, on va parler de ton rendez-vous avec la banque. Ah oui, c'est un moment important. Alors là, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que ton dossier soit solide. Ça, c'est clair, net et précis, mais tu le savais déjà. Mais il y a une chose que souvent on sous-estime beaucoup, et c'est là-dessus que moi je briefe beaucoup les coachs que j'accompagne, parce que du coup, ils vont juger ton projet, c'est certain. Où est-ce que tu veux t'implanter? Quel est ton projet à toi? Tu vois, à quoi ça ressemble? Mais ils vont aussi beaucoup juger toi. Et oui, ils vont juger le porteur de projet. Est-ce que tu es dynamique? Est-ce que tu parles bien de ton projet? Est-ce que tu y crois? Est-ce que du coup, ta réflexion est cohérente, tu vois? Parce qu'ils vont te poser des questions. Si tu sais pas répondre, dire non, j'y ai pas pensé, je sais pas, j'y ai pas pensé, je sais pas, c'est pas rassurant pour le banquier. Donc il faut avoir tout anticipé. Et là, c'est le but de l'accompagnement Perform Coach. Quand on ouvre une salle, on est vraiment accompagné du début à la fin. Et puis, mon but, c'est de préparer justement les coachs à ces entretiens avec le banquier. On a déjà pensé à tout, on a déjà des coups d'avance, et ça rassure beaucoup, beaucoup la banque. Un point très important également. Les banquiers gèrent beaucoup d'affaires et gèrent beaucoup d'entreprises différentes. Et ils ne connaissent pas bien le cœur de chaque métier. Il est très important pour toi que tu leur fasses comprendre que tu n'es pas une salle de sport avec plein de machines de partout, avec un investissement énorme dedans. Il faut que tu fasses bien la différence entre salle de sport et studio de coaching. Parce que les salles de sport en ce moment, en plus, ont tendance à être retoquées, parce que du coup, ça demande un investissement énorme et que, mis à part les gros, peu survivent. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre la différence, pour pas que tu sois traité comme une salle de sport et que tu entres et disent bah non, c'est pas possible. Tu vois, il faut vraiment t'expliquer qu'il y a un investissement différent, que du coup, c'est une approche différente, on a besoin de beaucoup moins de clients pour fonctionner. Bref, plein de choses comme celle-là qui vont permettre de rassurer le banquier et surtout de lui faire bien comprendre quel est exactement et précisément ton projet. Parce que toi, tu le sais et tu as tendance à ne pas l'expliquer. C'est très important de le faire. La banque va te demander un prévisionnel. Ça, c'est pas toujours évident à faire, parce que du coup, tu vas devoir te projeter dans les années N plus 1, plus 2, plus 3, avec les revenus potentiels. Mais là, se pose la question déjà, quel tarif je mets? Combien vont me coûter les travaux? Combien de clients je peux penser avoir? Est-ce que si je mets un chiffre trop élevé, tu vois, est-ce que si je pense que je vais avoir rapidement 10-15 clients, c'est trop élevé? En court co, je pense avoir 20 abonnements, mais je sais pas. Voilà, on se pose plein de questions sur le chiffre, et ça, c'est vrai que c'est une des choses les plus compliquées. Parce que du coup, tu vas devoir fournir à ton expert comptable, du coup, un document, généralement Excel par exemple, tu vois, où il y a tous les calculs, et lui va le transformer en document, j'allais dire, lisible, entre guillemets, par le banquier. Il y a vraiment un document spécifique. Ça aussi, c'est
une des clés de l'accompagnement, c'est-à-dire que nous, on a des prévisionnels, on sait, en fonction de l'ouverture, du lieu, du type de studio, qu'est-ce que ça va t'apporter, combien on peut espérer de clients, et du coup, on a un prévisionnel qui est rassurant pour la banque parce qu'il est réaliste, en fait, tout simplement, dû à l'expérience. Et ça, forcément, c'est rassurant, ça évite de se poser plein de questions, ça évite de se dire, mais qu'est-ce que je mets comme chiffre, et puis de se retrouver devant une feuille blanche, j'allais dire, à devoir faire des calculs, parce que c'est pas toujours évident de prévoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, nous, on t'amène le savoir-faire et la connaissance du coup de ces années d'exploitation. J'ai parlé au début de cette partie de ton projet, bien entendu, que tu vas devoir créer un document spécifique qui parle de ton projet, d'accord, et qui parle de ce que tu veux y faire à l'intérieur et pourquoi. Et là aussi, nous, on a des dossiers qui sont déjà bien avancés sur ça parce qu'on a, encore une fois, de l'habitude de gérer ça. Mais c'est vrai que ton dossier doit comporter plusieurs parties. La première, c'est toi, qui tu es et quel est ton passé, d'accord. En gros, qu'est-ce qui t'amène à ouvrir un studio et quelle est ta compétence pour ça. Et ensuite, c'est pourquoi tu choisis le lieu que tu as choisi, parce que quand tu vas manquer, généralement, c'est que tu as déjà une piste ou deux. Donc, quel est le lieu que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, qu'est-ce que je veux y faire dedans, pourquoi cette taille-là, et tu justifies un petit peu toute ta démarche. Ça aussi, c'est très rassurant pour le banquier qui, encore une fois, voit que tu sais où tu vas et que tu débarques pas là en te posant plein de questions. Notre accompagnement et notre habitude de fonctionnement permet aussi de fournir à la banque un document avec les autres coachs, leurs résultats, ce qu'ils ont fait, où ils en sont. Et ça aussi, c'est forcément rassurant parce qu'on voit qu'il y a un savoir-faire et qu'il y a une réussite sur les coachs qui ont ouvert un studio. Et du coup, ça permet de dire au banquier, regardez, ce qu'on va faire là, on va dupliquer ce qu'on sait déjà, on va l'adapter, mais on va le dupliquer, et du coup, ça fonctionne déjà. Et forcément, c'est très rassurant. Pour toi d'ailleurs, comme pour le banquier. Dans cette quatrième étape, on va parler des travaux. Bah oui, parce que du coup, ça y est, tu as validé toutes les étapes précédentes et tu as ta salle, ton studio. Mais du coup, il faut faire des travaux, car tu as quasiment des travaux à faire tout le temps. Des petits travaux ou des gros travaux. Attention, petit passage en arrière là, quand tu es allé voir la banque, tu leur as dit, voilà les travaux que j'estime devoir faire dedans. Donc là, il faut faire passer quelqu'un, peut-être là-dessus aussi, pour dire, voilà, j'estime les travaux à temps, parce que ce n'est pas ton métier au départ. Donc, maintenant que les travaux sont lancés, ton job, c'est surtout d'être dans l'anticipation de ce qui va se passer dans les travaux, si tu le fais toi-même ou si tu le fais faire par quelqu'un, et du coup, d'être toujours dans la vérification. C'est très important. Et là aussi, on t'accompagne parce que du coup, gérer des travaux, que tu fasses toi-même d'ailleurs, ou que tu fasses faire par quelqu'un, des entreprises, il faut toujours surveiller, checker que tout se passe bien, et surtout que tu tiennes les délais. Parce que là, on en parlera dans la section suivante, mais on va communiquer. Et si on communique une date d'ouverture. Et ça, c'est important, que du coup, tu saches bien où tu vas et dans quel délai tu vas ouvrir ton studio. Les questions pratico-pratiques, on s'est pas mal posées avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu des plans de l'endroit que tu voulais acheter ou louer, d'accord. Et à la banque, on a dit, voilà les travaux qu'on estime parce qu'on veut faire ça. Après, tu sais, des fois, il y a des changements quand tu es sur le terrain. Et là, on a avant anticipé plein de choses. Et toutes les questions que tu peux te poser sont là. C'est comment j'organise l'espace que j'ai. Ah oui, parce que je veux faire des vestiaires, des douches, mais comment je fais? Quel type de vestiaire je mets? Est-ce que je mets des vestiaires individuels, collectifs? Alors quand je dis collectif, c'est femmes et hommes séparés, pas ensemble, parce que du coup, tout le monde n'est pas prêt là-dedans, mais il faut bien mettre des vestiaires séparés. Mais est-ce que je fais que des vestiaires individuels de partout, ou est-ce que je fais un coin homme, coin femme avec vestiaire à l'intérieur individuel? Je te conseille la deuxième version. Ensuite, quelle taille je mets? Eh oui, ça dépend si tu fais des cours co, des cours perso. Qu'est-ce que je fais à l'entrée? Est-ce que je mets un petit coin cosy ou pas? Bref, toutes ces questions d'organisation qui se posent, en fait, et auxquelles tu dois répondre. Parce que du coup, moi, ce que je te conseille dans ton studio, c'est d'être capable d'avoir finalement un nombre de douches limité. Parce que tu verras qu'il y a très peu souvent 15 personnes qui veulent se doucher en même temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de te dire qu'il faut que ce soit pratique dans l'organisation d'un passage d'un client à un autre. Oui, parce que du coup, quand tu fais des cours individuels ou des cours co, ça se switch. Et du coup, il faut que les gens puissent se changer, puissent alterner sans être au même endroit. Voilà, il y a plein de choses à penser et anticiper quand tu veux justement mettre en forme ton studio. La cinquième étape, c'est la communication. Et là, ce qui est très important, c'est de faire un rétro-planning et de l'anticiper. Tu ne communiques pas à l'ouverture de ton studio. Tu communiques bien avant. Bien avant. Dès que tu as les clés de ton studio, si tu as, en fonction du temps de travaux que tu as, bien entendu, si tu as besoin de travaux juste une semaine, il faut communiquer plus tôt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est être capable de se dire, très bien, il faut que les gens me suivent dans mon projet. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un studio qui va ouvrir là. Donc il faut que je leur montre l'avancée des travaux, ce que j'ai fait, pourquoi, comment. Donc il faut communiquer dès le départ beaucoup et anticiper l'ouverture. C'est pas le jour de l'ouverture que tu dis tiens je vais chercher des clients. C'est avant l'ouverture, tu dois déjà avoir des gens en contact. Si je prends l'exemple de Tristan, là lui le jour où il a ouvert, on avait très bien anticipé, il avait été très bon là-dessus. Du coup, il avait déjà l'ouverture, 5 rendez-vous clients perso, d'accord. Et la première semaine, il avait déjà 15 personnes qui venaient au cours collectif en essai. Donc forcément, tu es aussi rassuré quand tu démarres comme ça, plutôt que le premier jour arriver à ton studio et te dire bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et ça, c'est très important de l'anticiper.
Ça s'anticipe par une communication organisée. Attention, dans la communication, un truc important, il faut faire un événement pour l'ouverture de ton studio. Quand je parle d'événement, ça ne veut pas dire forcément le jour de l'ouverture, mais il faut faire quelque chose qui te permette de ramener du monde, de te faire connaître et de pouvoir dire à tout le monde, regardez, j'ai ouvert, venez voir à quoi ça ressemble. Très important dans la communication et dans le fait d'accueillir de nouveaux clients potentiels de cette manière-là. J'espère que cette vidéo te servira à mieux comprendre les étapes qui vont t'amener à l'ouverture de ton studio de coaching et te rassurer aussi sur le fait que finalement, c'est pas si compliqué que ça. 3 étapes pour toi pour terminer maintenant. 1, tu as aimé la vidéo, un pouce bleu. 2, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est juste en dessous. 3, tu veux plus d'informations, tu regardes les liens dans la description où je t'ai mis un lien où on peut prendre rendez-vous ensemble pour discuter de ton projet et de l'ouverture de ton studio et voir comment on peut t'accompagner pour être rentable le plus rapidement possible et te poser le moins de questions et de soucis possibles sur ce projet-là. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.